Aujourd'hui, pour ce journal de bord un peu particulier, je vais vous parler de l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. C'est quelque chose d'assez personnel, comme vous l'aurez constaté avec le titre de la vidéo, mais je pense qu'il est bon de partager bonnes et mauvaises expériences. Vous raconter tout ça sera un exutoire pour moi et une manière de passer définitivement à autre chose. Comme beaucoup de gens, j'ai trop longtemps caché mes émotions comme si ce n'était pas normal d'être triste, et pour une fois j'avais envie d'être le plus sincère possible en faisant tomber le masque. Avant de commencer, je tenais juste à préciser que je vais bien mieux maintenant et que je ne fais pas cette vidéo pour que l'on s'habitue sur mon sort. Même si certains passages on a vraiment l'impression que je sors les violons, c'est seulement pour que vous compreniez au mieux ce que j'ai pu ressentir et comment j'ai pu en arriver là. Il y a des gens qui ont vécu des choses bien pires que moi et j'en suis conscient, mais c'est pas parce que c'est pire ailleurs qu'on doit tout accepter et garder le silence. Je voulais simplement faire cet épisode pour que les gens comprennent un peu ce que c'est qu'une dépression. Enfin, du moins, je vais expliquer comme moi je l'ai vécu, car chaque personne est différente et ne vit pas les choses de la même manière. J'espère sincèrement que mon histoire de mec random pourra vous aider ou vous éviter de reproduire les erreurs que j'ai pu commettre. Bien que ce soit une période qui m'ait fait beaucoup souffrir, je pense qu'elle aura été bénéfique, elle m'aura permis de mieux me comprendre et surtout de savoir ce qui est vraiment important pour moi dans ma vie. Avant tout, c'est quoi une dépression? Il est important de comprendre que c'est une maladie et non le caprice d'une personne faible mentalement ou un craquage passager. Qu'il ne suffit pas d'une tape sur l'épaule pour que ça parte, d'une soirée de beuverie ou encore de se bouger le cul comme certaines personnes le disent si bien. La dépression, c'est une grande tristesse, une estime de soi au ras des pâquerettes, une perspective des choses pessimiste, sans oublier la fatigue, l'anxiété et un sommeil en carton. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Ce qui a causé la mienne, c'est principalement mon ancien travail, mais je me suis rendu compte également que mon vécu m'avait aussi beaucoup impacté. J'ai enfoui trop d'émotions sous le tapis et avec le temps, elles sont venues m'exploser au visage. Je vais tout vous expliquer depuis le début, car cette dépression, elle a mis 28 ans à se mettre en place. Bien qu'il soit très loin d'un modèle de réussite ou de bienveillance, j'étais fasciné par mon père. Il était très drôle et apprécié par ses amis. Avec ma mère, ils avaient un grand restaurant à Paris et il y avait souvent beaucoup de monde. Mais très rapidement, ma mère a quitté mon père car sans rentrer dans les détails, il avait un packaging d'hommes torturés. J'ai déménagé en banlieue avec mes 3 sœurs et on l'a beaucoup moins vu. Il passait tous les 2-3 mois nous voir, un resto, un cadeau et au dodo. Étant gamin, j'étais content, même si je voulais absolument le voir plus souvent. Je prenais la tête de ma mère pour qu'elle nous emmène dans son restaurant. J'étais le seul garçon de ma famille et je voulais absolument me rapprocher de lui. C'était vraiment dur quand j'étais enfant de voir le père de mes amis venir les chercher à l'école. Avec un pain au chocolat en plus, j'avais envie de crever. Mes camarades de classe me posaient d'ailleurs beaucoup de questions. Il est où ton père? On ne l'a jamais vu. Pourquoi il ne vient pas te voir? Bah je sais pas en fait. Je lui ai posé maintes fois cette question, pourquoi tu ne viens pas nous voir? Et bien sûr, c'était toujours de la faute de ma mère. Évidemment, c'était la faute de ma mère aussi si tu ne payais pas de pension alimentaire et qu'on a été très longtemps dans la merde. Ah oui, parce que je porte le nom de ma mère, il ne nous a jamais reconnus, sinon c'est pas drôle. C'était aussi de la faute de ma mère si tu étais incapable de te souvenir de mon anniversaire et que j'étais dégoûté chaque année car j'attendais un appel qui n'arrivait jamais. Du coup, avec 3 sœurs, le salaire de ma mère et le crédit d'une maison, j'ai pas vraiment eu ce qu'on appelle une enfance dorée. Bon, après, j'avais pas ce que je voulais, mais j'ai eu le nécessaire et je n'ai jamais manqué de repas. Mais l'amour de mon père m'aura toujours fait défaut. J'aurais mis un certain temps à le reconnaître, mais ça m'a brisé. Je demandais pas grand chose, de l'attention, sa présence et juste une toute petite phrase qu'il ne m'a jamais dite. Je t'aime, mon fils. Et 2-3 petits trucs qu'il aurait pu ajouter comme ça. En grandissant, j'ai abandonné progressivement tout espoir avec lui. Ça fait plus de 7 ans que je ne l'ai pas vu. Je me suis rendu compte que notre relation n'allait que dans un sens. Cette relation, c'est comme une partie de moi qui est incomplète. Une blessure qui ne cicatrisera jamais. Ça m'a tellement traumatisé que très longtemps, j'ai jamais couché avec une femme sans me protéger. Je voulais pas d'accident. Le jour où j'aurai un enfant, je veux être sûr qu'il ait tout l'amour qu'il mérite. Et je me dois d'être prêt pour ça. Je ne ferai jamais subir la peine que j'ai eue toute mon enfance. Mon père n'a jamais été là dans les moments où j'en ai eu le plus besoin. Mais je m'étais dit, c'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. Évidemment, son absence m'a provoqué un cruel manque de confiance en moi, parce que ce n'était pas de sa faute s'il ne m'aimait pas, ça devait être moi le problème. Du coup, l'attention que je n'ai pas eue avec mon père, je la cherchais avec mes amis et mes camarades de classe. Donc j'adorais foutre le bordel en cours, ce qui faisait beaucoup rire tout le monde. Sauf mes profs et ma mère quand elle voyait mon bulletin. J'ai toujours détesté l'école, mes notes étaient catastrophiques. Le début du collège a été très compliqué, j'étais abonné aux 2 heures de colle le mercredi. Ça allait mieux vers la fin, même si c'était aussi un peu compliqué à la maison. Ma mère a fait énormément pour mes sœurs et moi. Mais elle avait peur que je tourne mal ou que je finisse comme mon père.
donc elle était assez dure avec moi. J'ai souvent entendu des phrases toutes faites comme « c'est toi l'homme de la maison »,« le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt » ou celle que je détestais le plus. Le travail, c'est la santé. Ouais, le travail, c'est la santé, ouais. En parlant de travail, je n'avais pas d'argent de poche, donc j'ai dû me trouver des petits boulots. J'ai commencé en faisant du jardinage chez mes voisins quand j'avais 15 ans. Ça me permettait d'avoir de quoi sortir, m'acheter des jeux d'occasion et des nouvelles fringues. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai fait mon premier taf saisonnier dans un magasin de grande distribution. Et à mes 18 ans, dans ce même magasin, je signe un contrat étudiant de 17 heures. À ce moment-là, j'étais toujours au lycée en première, j'ai redoublé ma 6ème parce que j'étais un branleur, puis j'ai changé d'orientation en seconde car le directeur de mon ancien collège était un branleur. Je travaillais les mercredis et vendredis de 17h à 21h et le samedi toute la journée dans un magasin Leclerc. J'avais aussi gardé le jardinage le dimanche chez mes voisins pour gagner un peu plus d'argent. Je gagnais environ 550 € par mois, je donnais 400 € à ma mère pour l'aider, je mettais 100 € de côté pour payer plein de trucs comme mon permis par exemple. Puis après avoir payé mon forfait téléphonique, il me restait environ 30 € par mois. Donc les soirées au lycée, les sorties, les jeux vidéo, etc. Il fallait que je calcule bien mon coût. Le manque d'argent n'a jamais été un problème pour moi, j'ai toujours eu l'habitude de pas rouler sur l'or. Le réel problème pour moi à cette époque, c'était mon chef de rayon, qui était vraiment un sale con. Il m'a donné le meilleur apprentissage de boomer possible, me gueuler dessus et m'humilier devant tout le monde. C'était un con, avec beaucoup de monde, mais avec moi il voulait vraiment atteindre le summum. Bah oui, moi j'étais jeune, donc j'allais pas broncher s'il me traitait comme une merde. Bouge-toi le cul, t'es un incapable, si t'es pas content tu peux partir. Et la meilleure phrase qu'il m'ait dite, il faut que je te parle en arabe pour que tu comprennes. J'avais 18 ans, bordel. À l'époque, j'ai jamais autant détesté quelqu'un. Je faisais tout pour être tranquille, j'étais à l'heure, respectueux envers tout le monde, et je faisais du mieux que je pouvais, c'était mon premier travail. Mais ce n'était jamais assez. C'était un boulot très fatigant, tirer des palettes de plusieurs centaines de kilos, remplir les rayons et le tout très rapidement. Le pire, c'est que je faisais un bac pro comptable à l'époque et j'avais donc des stages à faire. Je vous laisse deviner où j'ai fait mon stage de comptabilité. Leclerc. Avec mon job étudiant, je n'avais tout simplement pas le choix, je devais être à l'heure pour travailler. Donc faire un stage dans une autre entreprise était impossible. Heureusement que dans les bureaux, ils étaient sympas, sinon j'aurais pété un câble. Et ce qui était vraiment génial aussi, c'est que mes stages se passaient en période de fête. Et en période de fête, je travaillais aussi le dimanche, alors j'ai parfois fait des semaines de 60 heures dans ce putain de... Leclerc. Autant vous dire que j'étais épuisé et que je détestais Noël. Pendant les vacances scolaires, je travaillais à temps plein là-bas, ça aura servi à me payer plein de choses, dont mon permis et ma voiture. Cependant, pour un gamin, se taper 30 heures de cours plus 17 heures de travail avec des chefs toxiques et juste le dimanche pour se reposer, c'était horrible. Je n'avais qu'une envie, c'était de profiter avec mes amis avant la vie active. Mais je ne pouvais pas, je n'avais pas le choix. Je me suis dit, c'est pas grave, je dois rester fort. Après le lycée, je me suis dirigé vers un BTS négociation relations clients. J'ai tenu 3 mois et un prof m'a dit après que je me sois mangé une sale note, on peut réussir sa vie sans BTS. Et ce connard avait raison, donc je me suis barré. J'ai travaillé quelques mois à temps plein au... Leclerc. C'est la dernière fois que vous entendez ce jingle de merde, je vous rassure. Et j'ai fini par démissionner après presque 4 ans de bons et loyaux services. C'était une libération pour moi. Rien que d'avoir un jour en plus dans ma semaine pour me reposer, ça m'a changé la vie. J'ai enchaîné des petits boulots à droite à gauche pendant 1 an, puis j'ai repris des études en assurance. Ça ne me plaisait pas plus que ça, mais il fallait que j'aie de quoi gagner ma vie en attendant de pouvoir vivre de ma vraie passion, le stand-up. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été attiré par la scène et mon rêve était de devenir humoriste. Pour mes études, j'avais trouvé une entreprise, donc je cumulais études, alternance et le soir stand-up. Bah oui, j'avais l'habitude d'être surchargé, donc ça ne pouvait que bien se passer, non? En 2 ans, j'obtiens mon BTS, je progresse doucement mais sûrement avec le stand-up. Je fais ensuite une licence que je foire parce que j'en avais strictement rien à foutre des assurances. Et parce que j'ai fait l'erreur de ramener ma Switch dans les cours en amphi. Alors peut-être que j'ai pas eu ma licence, mais en 1 an, personne ne m'a battu à Mario Kart. Tout se passait bien, les clients étaient un peu compliqués dans l'assurance où je travaillais, j'assure des taxis et des VTC, donc quand leur véhicule était accidenté, ils voulaient que ça aille vite. Sauf que dans ma boîte, on était en sous-effectif, donc il y avait beaucoup de retard dans les dossiers. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'était de longues journées où l'on pouvait se faire insulter, avoir des menaces de mort et autres joyeusetés. Heureusement, je m'entendais bien avec mes chefs, donc je préférais que ce soit les clients qui me gueulent dessus. J'avais une très bonne relation avec ma responsable qui venait même me voir jouer sur scène. Ah, j'étais vraiment pas prêt pour la suite.
Le stand-up marchait bien, j'avais même mon propre plateau qui était toujours complet, j'ai rencontré aussi ma copine, donc je commençais presque à être satisfait de ma vie. Puis il y a eu le nouveau PDG de ma boîte qui est arrivé. Je ne dirais pas que c'est une merde, mais je pense que sa mère l'a accouché par le trou de balle. Dès son arrivée, nos conditions de travail sont rapidement devenues éreintantes, on recevait plus d'une centaine de clients par jour, on n'avait même pas le temps de souffler. Un jour, un collègue s'est fait agresser dans son bureau, frappé par un client. C'était la goutte de trop pour certains de mes collègues et moi. On a fait un droit de retrait, on a exprimé le fait qu'on se sentait pas en sécurité, mais rien n'a changé. Et puis un jour, le Covid. On se retrouve tous en télétravail, et là, j'ai un peu honte de le dire, mais c'était une période qui m'a fait beaucoup de bien. Je voyais plus mes clients et ça m'a soulagé énormément, j'étais moins stressé, mais je savais que ce répit serait de courte durée. Dès que je suis revenu en agence, tout était redevenu comme avant, ça avait même empiré, les menaces, les insultes et l'insécurité. Et j'ai commencé à comprendre que je n'étais vraiment pas heureux dans mon travail. La direction forçait les appels téléphoniques avec les clients car d'après eux on n'en faisait pas assez, donc parfois j'étais en train de régler un dossier et je me faisais interrompre par un appel. J'étais en plus mal vu par le PDG car j'ai plusieurs fois parlé de nos conditions de travail avec mes collègues. Je commençais à ne plus pouvoir supporter ça et dès qu'un client me manquait de respect, le ton montait dans mon bureau. Je faisais beaucoup de malaise avec le stress, j'avais du mal à dormir et je me sentais vraiment mal. Puis un jour, un client a eu raison de ma patience, il était irrespectueux et la communication était très compliquée. Alors j'ai dit cette phrase qui n'est certes pas très professionnelle mais qui n'est pas dramatique non plus, on n'est pas à Disneyland ici. C'est rigolo. Là c'était un point de non-retour avec le client, on a tous les deux pété un câble et un autre collègue a récupéré le client. Ma responsable n'était pas là donc c'était le responsable adjoint qui était présent, qui n'a pas bougé d'un iota, dès qu'il y avait un problème de toute façon il fallait pas compter sur lui. En plus il s'est dit bah tiens, je lui parlais de ces chiffres qui sont en dessous de la moyenne, c'est le meilleur moment pour parler de ça. Ouais, je suis sûr que son arbre généalogique il est en cercle. 2 semaines plus tard, ma responsable veut faire un point sur la situation et me dit qu'apparemment tout le monde dit que c'est de ma faute si l'entretien avec le client s'est mal passé. Alors que concrètement personne ne pouvait entendre ce qui s'était passé dans mon bureau avant que ça parte en couille. Que c'est aussi à moi de m'adapter au client, peu importe la manière dont il me parle. Ce à quoi j'ai répondu par mail que j'étais fatigué, que l'on me manque de respect, je suis malade à cause du stress et ça ne fait qu'empirer. Ma santé passe avant tout, donc non, à l'avenir, si quelqu'un me manque de respect, je quitterai mon bureau. Je ne veux pas faire un AVC à 30 ans. J'étais vraiment déçu par ma chef. Je n'avais plus confiance en elle car elle faisait tout pour plaire au patron pour avoir une promotion. Alors qu'avant, elle était de notre côté. Complètement éreinté, je suis allé voir un médecin qui m'a dit que je faisais un burn-out et j'ai été arrêté pendant 3 semaines. Et au bout de même pas une semaine d'arrêt, je reçois un courrier en lettres recommandées avec pour objet « Entretien préalable au licenciement ». J'étais convoqué par le PDG de ma boîte et je pouvais potentiellement me faire lourder. Le rendez-vous était pendant mon arrêt, d'après ma boîte j'étais obligé d'y aller et j'ai été incroyablement surpris. On m'a non seulement reproché l'interaction avec le client, mais aussi plein de choses que je n'avais pas vu venir. Comme le fait qu'apparemment mon travail était bâclé et qu'on ne pouvait pas compter sur moi. Alors que ma chef me donnait constamment une partie de son travail à faire et ne m'en avait jamais parlé avant. On ne donne pas de responsabilité à quelqu'un qui bâcle son travail. Et puis, si mon travail était mal fait, comment je fais pour l'améliorer si on ne m'en parle pas? Et le pire, c'est que le mail que j'avais envoyé à ma responsable pour signaler mon état de santé et ma détresse a été retourné contre moi de la manière la plus absurde. J'ai été mis à pied 1 semaine pour insubordination, indiscipline et pour violence verbale contre ma responsable. On s'est fait défoncer. J'étais choqué. Ils ont tout fait pour me dégoûter de mon travail, pour me faire démissionner. Je me sentais humilié. Ils n'avaient strictement rien à foutre de mes problèmes de santé. Une personne à qui j'ai fait confiance, que j'ai soutenu, qui me considérait soi-disant comme son bras droit, n'a pas hésité à me poignarder dans le dos juste pour une poignée d'euros en plus sur sa fiche de paie. Ils ne m'ont pas viré pour faute grave car ils ne pouvaient pas le faire, mais je savais très bien ce qui allait m'attendre en revenant au boulot. Ils vont me dénigrer dans mon dos auprès du personnel de l'entreprise en disant que je suis un feignant, que je suis aigri et qu'il ne vaut mieux pas me fréquenter car je suis mal vu par la direction. Ils vont m'isoler le plus possible dans l'entreprise et me donner les tâches ingrates de mon agence. Je n'aurai aucune possibilité de mutation, mes congés seront souvent refusés et je ne pourrai même pas en rêve espérer une augmentation. Le tout pour me pousser à la démission pour que cela ne leur coûte pas le moindre argent. Et ça je le sais car ils l'ont fait avec beaucoup d'anciens collègues. Et en 7 ans je m'en étais même pas rendu compte. Parce qu'ils sont très forts pour manipuler les gens. Ils le font depuis des années et puis de toute manière c'est très facile de remplacer un employé. Mais je me suis dit c'est pas grave. J'abandonne. J'aurais dû quitter cette boîte bien plus tôt, mais je me disais, c'est pas grave, je vais supporter ça quelques temps et j'arriverai un jour à vivre du stand-up et je pourrai partir. Sauf que ce jour n'est jamais arrivé, car j'étais dégoûté du stand-up aussi. Un milieu hypocrite où les gens te font de grands sourires en face, mais n'hésitent pas à te cracher dessus quand tu as le dos tourné.
J'avais l'impression d'être constamment en compétition ou jugé par certains comédiens. Parfois, je m'attachais à certains stand-uppers, mais à la moindre réussite, beaucoup pouvaient changer. J'ai fait jouer des comédiens qui ne trouvaient pas facilement des scènes au début de leur carrière, et quand j'ai eu besoin d'aide pour relancer mon plateau après le Covid, plus personne. Des fois, j'avais même pas de réponse aux messages que j'envoyais. C'est un milieu où j'ai l'impression que la norme quand tu n'es pas connu, c'est de créer de fausses connexions ou être un gros lèche-cul, ce que je n'étais pas du tout capable de faire. J'ai rencontré des comédiens que j'admirais qui se sont comportés comme des merdes, traitant les autres comédiens ou les membres du staff de façon ignoble. Je me suis fait également des amis très talentueux que je vois fonctionner en solo qui mériteraient tellement plus d'être mis en avant. Ils ont choisi une voie bien plus difficile, une voie que je n'ai plus envie de suivre car au final je me suis rendu compte que ce n'était pas un monde pour moi. Et aussi parce qu'on va pas se mentir, ça me cassait un petit peu les gnocchis d'apprendre un texte tous les 4 matins. Bref, pour en revenir à ma dépression, je m'étais jamais senti aussi seul de toute ma vie. Ma copine, mes amis, tout le monde travaillait donc je passais mes journées seul chez moi. Tout ce que je faisais me semblait futile. Regarder une série, lire, jouer aux jeux vidéo, je ne prenais du plaisir dans aucun de mes loisirs habituels. Le truc c'est que j'étais pas en vacances, j'essayais de quitter mon entreprise par tous les moyens. Avec une rupture conventionnelle, aucune réponse de mon employeur. Je suis allé voir la médecine du travail en expliquant ma situation, le médecin m'a limite dit « je ne vais pas t'aider à profiter du système ». Prendre un avocat pour aller au prud'homme, démarche de 1 à 2 ans, frais d'avocat pouvant aller jusqu'à 4 000 € sur le long terme, puis je ne suis même pas sûr que mon dossier passe. Je ne voyais aucune échappatoire à ma situation, ce qui ne m'a pas aidé à aller mieux. Le truc, c'est que si je démissionnais, je n'avais pas de chômage, et dans l'état où j'étais, impossible de reprendre un autre travail. Mais bon, j'ai été viré par mon entreprise au bout de 9 mois. C'est seulement après 9 mois qu'ils ont décidé de lâcher l'affaire. 9 mois, où je n'arrivais plus à dormir et où je me suis torturé l'esprit. La dépression, c'est comme se prendre un mur à 300 km/h. Et ce mur, c'est la réalité. Depuis que je suis tout petit, j'ai cru qu'en travaillant et en donnant le maximum de moi-même, j'arriverais à me sortir de cette vie épuisante physiquement et émotionnellement. La méritocratie, cette idée foireuse que la société nous met dans le crâne. Ayez des diplômes, c'est important de travailler dur pour avoir un bon poste, gagner plein d'argent et surtout, ne vous plaignez pas. J'avais l'impression que dans toutes les entreprises où j'ai travaillé ou le stand-up, c'était toujours la même chose. C'est ceux qui ont des relations qui auront toujours le plus de chances de réussir. Ce n'est pas un problème en soi avoir des relations, c'est ce que les gens font pour en avoir le problème. J'ai vu des collègues se mettre des bâtons dans les roues pour obtenir des promotions, n'hésitant pas à dénigrer son prochain pour être sûr de gagner plus ou avoir un meilleur poste. J'ai vu des gens bien devenir impitoyables et sans scrupules, devenant ceux qu'ils ont toujours critiqués. Prêts à accepter qu'on leur manque de respect ou même à être humiliés pour être dans les bonnes grâces des gens influents. Rongés par leur orgueil et leur jalousie en se réjouissant du malheur d'autrui si ça peut leur donner une meilleure place dans leur milieu. Vous me dégoûtez. Ça me rendait malade et très vite dans ma solitude, je me suis rendu compte que le plus difficile, ce n'est pas d'être seul. Le plus dur, c'est le silence. Le silence me faisait réfléchir, me remettait en question et m'enfonçait chaque jour un peu plus dans la dépression. Je passais le plus clair de mon temps à m'auto-flageller, je me trouvais pitoyable, faible et bordel, je me faisais sacrément chier en plus. Puis, au début de ma dépression, c'est comme ça que j'ai rencontré Colère. Et une chose est sûre, elle avait besoin de sortir. Colère avait la rage contre tout ce qui pouvait bouger, mais surtout contre moi. Je m'étais rendu compte que ma vie n'avait strictement rien à voir avec ce que j'imaginais enfant, et ça, Colère était là pour me le rappeler tous les jours. Putain, si t'avais confiance en toi, t'aurais pu te niquer. Tu voulais être humoriste, regarde-toi, on dirait une épave dans la mer morte. Tu voulais pas être cow-boy à 4 ans? Tu pourrais faire ça à Pigalle, comme ça tu bougeras enfin ton cul. Il y a des jours où Colère ne disait rien, mais je la sentais bloquée au plus profond de moi, et elle était très encombrante. Même en soirée avec une quarantaine de personnes, je me sentais seul et incompris. Certaines de mes connaissances me faisaient culpabiliser, en me disant « c'est pas grave, je dois aller de l'avant, c'est pire ailleurs » ou le meilleur conseil que l'on m'ait donné, « bouge-toi le cul ». Putain, merci mec, si m'avait dit ça plus tôt, j'aurais économisé 500 balles de psy. Du coup, j'ai évité de parler de ma dépression car je me disais que ça ne servait à rien. Puis de toute manière, j'étais tellement habitué à porter un masque que si je n'avais rien dit à mes amis, ils n'auraient même pas vu que j'allais mal. Qui aurait pu trouver une solution? Je me comprends même pas moi-même. Chaque jour, je perdais de plus en plus goût à la vie. J'avais l'impression que je ne serais plus jamais heureux. Et chaque jour, je me dégoûtais de plus en plus. Ma copine a tout fait pour m'aider, elle a été mon plus gros soutien. Et honnêtement, je ne pense pas que j'aurais tenu sans elle. Le soir, je détestais aller me coucher. Pour la simple raison que je savais que j'allais mettre soit 4 heures pour m'endormir, soit me réveiller en pleine nuit et ne pas me rendormir. D'ailleurs, Colère était souvent responsable de mes insomnies, en déclenchant un souvenir aléatoire avant ou pendant la nuit.
Fallait pas s'impliquer autant pour une boîte qui en valait pas la peine. Tu as été trop gentil, et tu sais ce qui se passe quand on est trop gentil. Eh ben on se fait baiser. Bon, allez, il faut éteindre. Bonne nuit. Ta responsable a dit que ton mail c'était de la violence verbale et qu'elle t'aurait pu rajouter que c'était une grosse p***. En pleine nuit, je n'arrivais pas à me rendormir, mais j'étais trop fatigué pour faire quoi que ce soit. Je pouvais rester des heures dans mon lit à ressasser mes erreurs et échecs. Le manque de sommeil avait une grosse incidence sur mes journées, et j'étais facilement irritable et parfois désagréable. Ma copine n'est pas partie à ce moment-là, c'est dire à quel point elle m'aime. Du coup, vu que j'étais fatigué, je ne faisais rien de mes journées, et vu que je ne faisais rien de mes journées, je culpabilisais de rien faire de mes journées. Donc je me sentais encore plus comme une grosse merde. Chaque dépression est différente, certaines personnes ne vont pas dormir, d'autres vont énormément dormir, d'autres vont arrêter de se nourrir et d'autres vont manger en grosse quantité. Bon, je pense que vous l'aurez compris, moi j'étais de la team dégommons les fonds de placard. Je mangeais mes émotions, ça me faisait du bien pendant 30 secondes et puis après j'allais me torturer l'esprit. T'as pris du poids et tu veux encore manger? Bah, vas-y, mange ta barre de cérémonie. Allez. T'es gros. J'ai pris 20 kilos en 2 ans. Le truc qui est génial quand vous prenez du poids, c'est que tout le monde pense que vous ne l'avez pas remarqué. Donc je me suis tapé des phrases comme tu manges bien à la cantine, faut faire attention, remets-toi au sport. Mais vous êtes mes nutritionnistes, bande de fils de... Mine de rien, parfois ça me faisait du bien d'être en colère. Vas-y, crie dans le coussin. Crie dans le coussin. Allez, encore une fois. Ça fait du bien, hein? Bon, allez, je vais faire un tour. Quand colère me laissait, une autre émotion prenait le relais. Et cette émotion, c'est tristesse. T'es qu'une grosse merde. Tristesse était un peu comme colère, sauf qu'elle frappait vraiment là où ça fait mal. En fait, tu la mérites pas, ta copine. Un jour, elle va se rendre compte que tu vaux pas grand-chose. Mais enfin, même si elle s'en rend pas compte, en vrai, tu finiras bien par tout gâcher. Toi, tu t'es tellement habitué à la médiocrité qu'aujourd'hui, tu t'obstines à la rechercher. Tu crois qu'elle va supporter longtemps ton état? Regarde-toi, t'es en jogging toute la journée, tu prends plus soin de toi, t'es pas coiffé, pas rasé. Et puis bon, c'est sympa de faire des économies de gel douche et de flotte, mais ça commence un peu à sentir le fennec, là. En fait, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que toi, t'as toujours voulu des choses que tu pouvais pas avoir. Tu vois, ton père, le bien-être au bureau, réussir dans le stand-up. Je crois que si ta réussite avait un nom, ce serait Xavier Dupont de Ligonnès. Le plus dur avec tristesse, c'est que je n'arrivais pas à l'évacuer. Je ne me suis jamais permis de pleurer. Parce que c'est connu, hein. Un homme, ça ne pleure pas. C'est ce qu'on dit, non? C'est ce que la société nous a toujours appris. Arrête de pleurer, t'es pas une femmelette, il faut être fort. C'est fou toutes ces conneries qu'on a pu gober durant toutes ces années. Comme si être fort, c'est être insensible et cacher la moindre émotion. Bah bravo, des années à fermer le robinet et au moment où j'en ai le plus besoin, y a rien qui sort. Alors en fait, tu vois, ça, c'est un mouchoir. Et ça sert pas qu'à se moucher ou à faire autre chose que t'as beaucoup trop expérimenté quand t'étais au lycée. Pas vrai? Je ne me suis jamais laissé le droit d'être triste, comme beaucoup de monde. On ne nous montre constamment que du positif. Faut pas être triste, c'est pas bien d'être triste. Faut dire que ça va tout le temps et mettre de belles photos de nos vacances sur les réseaux. D'ailleurs, les réseaux, c'est super quand vous allez pas bien. Tu devrais pas aller sur Instagram. Tu sais très bien qu'il y a que des gens qui ont une bien meilleure vie que toi là-dessus. Ça a filé le cafard après. C'est dommage. Ce qui était épuisant, c'est que le plus souvent, tristesse et colère se donnaient le relais. Il est en train de regarder un one-man show pour se changer les idées. Ça doit lui rappeler ses rêves brisés. Mais t'as raison. Je m'en charge. C'est long, 9 mois. 9 mois à ne pas arriver à dormir, à subir un silence bruyant, à supporter mes pensées qui étaient plus nombreuses chaque jour, m'enfonçant de plus en plus dans ma dépression. Je me suis dit, c'est ça ma vie? Travailler pour des gens qui ont strictement rien à foutre de moi ou de mon état de santé? Qui me voient comme une ressource facilement remplaçable? C'est ça le monde dans lequel on vit? Où les gens deviennent de plus en plus aigris et individualistes? Un monde où seuls les bien-nés et ceux qui connaissent les bonnes personnes réussissent? Ce monde me dégoûte. Je me dégoûte.
Je n'ai jamais eu confiance en moi dans quoi que ce soit. Dès que je me compare aux autres, je me sens comme une merde. Je commence toujours des projets, je ne les finis jamais. De toute façon, je sais d'avance que je n'y arriverai pas. Je suis un bon à rien. Toute ma vie, on me l'a répété. Mes profs, mes employeurs, et même mes parents quand ils étaient en colère. J'abandonne. J'en peux plus de moi, de ma vie. Puis par-dessus tout, je n'en peux plus d'entendre ces pensées qui viennent me hanter chaque jour et chaque nuit. Mes nuits blanches ne sont pas blanches, à peine claires, semées d'étoiles. Petit trou dans la toile étanche, triste strass sur le voile. Et moi envoûté de ténèbres, je passe des heures infinies à compter les moutons funèbres qui tapissent mes insomnies. Ah, minuit est là. Ah, je ne dors pas. Et moins je dors, et plus je pense, et plus je pense, et moins j'oublie l'immense impasse, l'espace immense qui s'étend au fond de mon lit. C'est inouï, tous ces silences qu'il est cosmique, cet ennui. Dois-je recourir à la science, anesthésier l'insomnie? Ah, minuit est là. Ah, je ne dors pas. Et puis passé minuit, je danse au rythme des tachycardies. Et tout s'emballe, et tout balance, et tout m'étale, et tout me fuit. La lune est un fruit apeurance, la vie est une maladie. Ceux qui rêvent ont bien de la chance, et les autres ont des insomnies. Ceux qui rêvent ont bien de la chance, et les autres ont des insomnies. Ceux qui rêvent ont bien de la chance, quant à moi j'ai des insomnies. Ah, minuit est là. Ah, je ne dors pas. Ah, minuit est là. Ah, je ne dors pas. 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 Tu me dégoûtes. T'es qu'un minable, une grosse merde. Tu me fais pitié. Et ça voulait être comédien. Ridicule. Tu mérites peut-être tout ce qui t'est arrivé? T'es vraiment pitoyable. Faut mieux que tu sois le chien d'une personne qui a su réussir sa vie. Il te faudra combien d'échecs pour que tu comprennes que tu vaux rien? Tu ne seras jamais heureux. Tu es et tu resteras un petit bâtard. La seule chose qui t'est accessible, c'est la médiocrité. Je ne peux plus continuer comme ça. Je dois aller de l'avant et arrêter de sombrer. Je ne lâcherai rien. Désormais, je serai seulement entouré de personnes bienveillantes et je ferai tout pour en être une. Je n'ai plus envie de travailler pour un patron qui ne m'estime pas ou traîner avec des gens toxiques. Je vais tout reprendre à zéro et j'ai ma petite idée sur ce que je vais faire. Il me reste une passion que je n'ai jamais vraiment exploitée. Il suffit de me servir de mon expérience et chercher à m'améliorer encore et encore. Même si le chemin sera long, je vais me surpasser. Tout cela n'est pas arrivé pour rien. Je ne sais pas jusqu'où j'irai, mais qui sait? Ça vaut peut-être le coup. Salut bande de margoulins.